9 octobre 1967. Une école rurale à La Higuera, en Bolivie. Un sol de terre battue, des murs en adobe criblés de balles, un homme étendu sur le sol, encore en vie, les mains liées, Ernesto Che Guevara, 39 ans, les yeux ouverts, fixant le plafond. Un soldat bolivien ivre entre dans la pièce. Il tire 9 fois. Le corps se convulse et, à cet instant précis, quelque part dans le monde, 5 enfants viennent d'être rendus orphelins par un homme qui a choisi la révolution plutôt qu'eux. L'aîné avait 11 ans, la plus jeune d'eux. Aucun ne savait que leur père venait de mourir. Aucun ne savait qu'ils ne le reverraient jamais. Et aucun n'imaginait ce que Cuba allait leur faire subir durant les 58 années suivantes. Car le gouvernement cubain a fait quelque chose de terrifiant. Il a transformé le Che-mort en saint national et ses enfants vivants en fantômes publics. L'un d'eux a tenté de révéler que les journaux de son père avaient été censurés par le régime. Il est mort dans un accident de voiture au Venezuela qui n'a jamais été enquêté. Une autre est devenue une médecin brillante, mais chaque fois qu'elle essayait de parler de son père comme d'un être humain imparfait, le gouvernement éditait ses paroles avant publication. Un troisième a découvert que les théories économiques de son père avaient échoué. Il a écrit un livre avec des preuves, et des agents cubains ont rendu visite à la maison d'édition à Buenos Aires avant même l'impression. Une quatrième a choisi de devenir volontairement invisible. Elle a cessé d'utiliser le nom de son père, refusé les privilèges du régime. Elle a disparu à l'intérieur du système comme un acte de résistance silencieuse. Et la cinquième. La cinquième est morte à 39 ans à La Havane, sans que Cuba ne la reconnaisse jamais comme fille du Che, ni de son vivant, ni après sa mort. Parce que pour le gouvernement cubain, le Che-mort, imprimé sur des t-shirts, valait infiniment plus que ces 5 enfants vivants en tant que personnes réelles. Et ce qu'ils ont fait à cette famille pendant 6 décennies n'était pas de la négligence. C'était une architecture délibérée du silence, une surveillance déguisée en protection, une censure déguisée en préservation de l'héritage, un effacement systématique de quiconque tentait d'humaniser le mythe. Et il y a une question que personne n'a osé poser jusqu'à présent. Que penseraient ces 5 enfants en lisant les journaux où leur père écrivait « Le véritable révolutionnaire est guidé par de grands sentiments d'amour », en sachant que l'État construit sur son image les a traités pendant des décennies sans aucun amour, uniquement comme des outils de propagande? En 1967, Cuba avait besoin de plus qu'un héros mort. Elle avait besoin d'un saint laïque, d'un visage sur des t-shirts qui ne parlerait pas, ne protesterait pas, ne vieillirait pas. Fidel Castro l'a compris avant tout le monde. La photo du Che prise par Alberto Corda est devenue une propagande officielle. Son image a été reproduite sur des fresques de 30 mètres de haut. Mais ses enfants, eux, vivaient dans une maison du quartier de Miramar, surveillés par des agents de la sécurité d'État qui notaient chaque visite. Aleida March avait été guerrillera dans la Sierra Maestra. Elle a combattu. Elle a épousé le Che en 1959. Elle a eu 4 enfants avec lui entre 1960 et 1965. Lorsque son mari a été tué en Bolivie, elle avait 31 ans et une décision impossible à prendre. Permettre à l'État cubain de gérer la mémoire de son mari ou tout perdre. Elle a choisi la première option. Il n'y a jamais eu de signature visible ni de document public. Mais il y a eu un accord tacite qui s'est étendu sur des décennies. Elle garderait les archives personnelles du Che, superviserait les publications officielles à son sujet, et en échange, ses enfants auraient une éducation, une protection et une vie à l'intérieur du système. Ce qu'ils n'auraient pas, c'était la liberté de redéfinir qui avait été leur père en dehors du récit officiel. Mais attendez, pendant longtemps, personne n'a osé demander ce que ressentaient ces enfants en grandissant sous l'ombre d'un mythe national. Personne n'a enquêté sur ce qui se passait lorsqu'ils voulaient parler de leur père comme d'un être humain, et non comme d'un symbole de révolution permanente. Mais les vérités enfouies trouvent toujours un chemin pour refaire surface. Si vous aussi vous pensez qu'il existe des histoires qui méritent d'être racontées sans peur, abonnez-vous. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre a été réduit au silence pendant des décennies. Les rumeurs ont commencé en 1970. Une cousine éloignée du Che a tenté de publier un livre de mémoire familiale à Buenos Aires. Le manuscrit a disparu avant d'arriver à l'imprimerie. En 1975, Hilda Guevara Gadea, la fille aînée du Che, issue de son premier mariage avec la péruvienne Hilda Gadea,
a tenté de visiter Cuba depuis le Mexique. On lui a refusé le visa sans explication. Pendant des années, la seule fille du Che qui ne vivait pas sur l'île a été traitée comme si elle n'existait pas. À l'intérieur de Cuba, les 4 enfants d'Aleida March et du Che grandissaient dans un écosystème de privilèges surveillés. Ils fréquentaient des écoles spéciales pour les enfants de dirigeants. Ils avaient accès à des aliments que le reste du pays ne voyait jamais. Mais chaque lettre qu'ils recevaient était d'abord lue par la sécurité d'État. Chaque nouvel ami était enquêté. Chaque mot prononcé en public était surveillé. Et personne n'imaginait ce qui allait suivre. Parce qu'en 1995, quelque chose s'est brisé. Camilo Guevara March, le deuxième fils du Che, a commencé à travailler au centre d'études Che Guevara à La Havane. Son travail consistait à préserver la mémoire de son père. Sa découverte fut que la version officielle du Che éditait, omettait et réécrivait des passages entiers de ses journaux pour les rendre politiquement acceptables. Camilo ne l'a pas dénoncé publiquement, mais il a commencé à changer. Il a cessé de donner des interviews. Il a commencé à enquêter en silence sur des documents originaux que le gouvernement avait archivés sans jamais les publier. Et en 2013, lors d'une conversation privée enregistrée sans son consentement et divulguée des années plus tard, il a dit quelque chose de dévastateur. Mon père ne reconnaîtrait pas ce qu'ils ont fait de ces mots. Dans ce silence a commencé la seconde vie des enfants de Che Guevara. Aucun d'eux ne savait qui était réellement son arrière-grand-père révolutionnaire. Mais en 2003, le gouvernement a organisé une tournée internationale des enfants de héros révolutionnaires. Il voulait que Celia voyage en Italie et donne des conférences d'eau sur le Che. Elle a refusé, on lui a dit que c'était une responsabilité historique. Elle a répondu « Ma responsabilité est envers mes patients et mes enfants ». Sa licence vétérinaire a été suspendue pendant 6 mois pour manque de coopération avec des initiatives culturelles d'intérêt national. C'était le prix à payer pour avoir dit non. Celia est retournée à La Havane. Elle a repris son travail dans des cliniques, mais quelque chose avait changé. Elle a cessé d'assister aux événements familiaux où la présence des Guevara était attendue. Elle a cessé de répondre aux appels des journalistes. Et en 2010, dans une interview accordée à un documentaire cubain indépendant qui n'a jamais été autorisé à être diffusé, elle a dit quelque chose de dévastateur. « Mon père est mort avant que j'aie 5 ans. Je ne me souviens pas de lui. Je ne me souviens pas de sa voix, ni de son odeur, ni de la façon dont il riait. Tout ce que je sais de lui vient de photos, de discours et de documentaires. Mais tout le monde attend de moi que je l'aime comme un héros. Comment aimer quelqu'un que l'on ne connaît que comme une image? Cette question n'a jamais reçu de réponse dans le documentaire, parce que le documentaire n'est jamais sorti. Aujourd'hui, Celia a 61 ans. Elle vit à La Havane. Elle travaille dans une clinique vétérinaire du quartier du Vedado. Ses enfants ont grandi, étudié, travaillant dans des secteurs sans lien avec la politique ou l'histoire. Et elle maintient un profil si discret que la majorité des Cubains de moins de 40 ans ignorent jusqu'à son existence. Son invisibilité n'est pas de la lâcheté. C'est une résistance silencieuse. Parce que Celia a compris quelque chose que ses frères et sœurs ont mis des années à comprendre. À Cuba, la seule manière de vivre sans être transformé en symbole est de refuser de participer au spectacle. Ernesto Guevara March est né le 24 février 1965. Son père préparait son départ secret vers le Congo. Il l'a vu naître. Il l'a porté dans ses bras pendant 15 minutes. Puis il est parti organiser une guérilla en Afrique centrale. Ernesto était le Benjamin, celui qui a passé le moins de temps avec son père, celui qui avait le moins de souvenirs réels, et paradoxalement, celui qui a ressenti la plus grande pression pour lui ressembler. Physiquement, Ernesto était le portrait de son père. Même structure du visage, même cheveux ondulés, même regard intense. À 20 ans, s'il laissait pousser sa barbe, il était une copie exacte du Che à 30 ans. Et cela l'a poursuivi toute sa vie. Il a étudié l'économie à l'université de La Havane. Il voulait comprendre les théories économiques de son père, savoir si elles étaient réellement viables ou si elles relevaient d'un romantisme utopique. Il a lu tous les écrits économiques du Che. Il a lu Milton Friedman, Hayek, Keynes. Et il est arrivé à une conclusion dévastatrice. Les politiques économiques de son père avaient échoué à Cuba, non pas à cause d'un sabotage extérieur, mais parce qu'elles étaient, par conception, irréalisables. Il ne l'a jamais dit publiquement, mais son mémoire de fin d'études
révisée et corrigée à 3 reprises par des comités idéologiques, constituait une analyse critique et constructive de la planification centralisée. La version finale a supprimé toute critique réelle et n'a conservé que des suggestions vagues de amélioration du système. En 1991, à 26 ans, Ernesto a demandé l'autorisation de suivre un master en économie au Mexique. On lui a refusé la sortie du pays. On lui a dit que sa présence à Cuba était stratégique pour préserver la mémoire du Che, ce qui signifiait en réalité qu'on ne lui faisait pas confiance pour revenir. Dans les années 1990, la période spéciale a dévasté Cuba. Faim, coupure d'électricité, effondrement économique. Ernesto travaillait au ministère de l'économie. Il voyait les rapports réels qui n'étaient jamais publiés. Il connaissait les chiffres de la pauvreté, de la malnutrition infantile, de la fermeture des hôpitaux. Et il savait que les politiques économiques inspirées des idées de son père avaient contribué à la catastrophe. En 1995, lors d'une réunion interne du ministère, Ernesto a proposé quelque chose de radical. Ouvrir certains secteurs de l'économie cubaine au marché. Pas une privatisation totale, seulement des zones de flexibilité économique. On lui a dit que c'était trahir l'héritage du Che. Ernesto a répondu: « Mon père est mort il y a 28 ans. L'économie cubaine aussi. » Cette phrase lui a coûté son poste. Il a été réaffecté à une fonction administrative à l'Institut d'histoire de Cuba, sans responsabilité réelle, sans accès à des informations sensibles. Un exil bureaucratique. Ce que personne ne savait, c'est qu'Ernesto avait commencé à écrire secrètement un livre. Le Che avait tort. Analyse économique d'une utopie. Il y analysait, avec rigueur académique, pourquoi les théories économiques de son père n'avaient pas fonctionné. Ce n'était pas une attaque personnelle, mais une étude technique. Mais à Cuba, remettre en question les idées du Che revenait à remettre en cause les fondements même du régime. Ernesto a terminé le manuscrit en 2003. Il l'a envoyé en secret à une maison d'édition en Argentine. L'éditeur a accepté de le publier. Mais avant que le livre n'arrive à l'imprimerie, des agents de la sécurité de l'État cubain ont rendu visite à l'éditeur à Buenos Aires. Ils n'ont pas menacé. Ils ont simplement demandé: « Êtes-vous sûr de vouloir publier cela ?» Le contrat a été annulé. Ernesto n'a jamais tenté de le publier à nouveau, mais il a conservé le manuscrit. Et en 2017, après la mort de son frère Camilo, il a envoyé des copies numériques à 3 journalistes de confiance. L'un en Argentine, l'autre en Espagne, le troisième aux États-Unis, avec une instruction claire. S'il m'arrive quelque chose, publiez-le. À ce jour, le livre n'a jamais été publié, mais son existence est un secret de polichinelle dans les cercles universitaires internationaux. Ernesto a aujourd'hui 60 ans. Il vit à La Havane, il donne des cours d'économie à l'université, il évite les interviews. Et lorsqu'on l'interroge sur son père, il dit toujours la même phrase: « C'était un idéaliste. Les idéalistes font avancer le monde, mais pas toujours dans la bonne direction. » Cette ambiguïté délibérée est sa manière de survivre. Parce qu'Ernesto a compris qu'à Cuba, critiquer ouvertement le Che signifiait tout perdre, mais se taire complètement signifiait se trahir soi-même. Il a donc choisi un entre-deux, l'ambiguïté permanente. Mais il manque encore une histoire, la fille oubliée, celle qui n'a jamais vraiment vécu à Cuba, celle que le régime a effacée du récit officiel, même dans sa mort. Hilda Guevara Gadea est née le 15 février 1956 au Mexique. Sa mère, Hilda Gadea, était une économiste péruvienne en exil. Son père, Ernesto Che Guevara, était un médecin argentin sans emploi qui passait ses journées à débattre de marxisme dans les cafés de Mexico. Hilda fut la première fille du Che, la seule à l'avoir connu avant qu'il ne devienne une légende. Celle qui a vu son père comme un homme, pas comme un mythe. Elle avait 3 ans lorsque ses parents l'ont divorcé. Le Che était tombé amoureux d'Aleida March dans la Sierra Maestra. Hilda Gadea a accepté le divorce sans scandale. Mais une chose est devenue claire. Hilda, l'enfant, était la fille du Che d'avant la Révolution. Et dans le récit officiel cubain, ce Che-là n'existait pas. Seul comptait le Che d'après 1959. Hilda a grandi au Pérou, puis au Mexique. Elle a visité Cuba une seule fois, en 1961, lorsqu'elle avait 5 ans. Son père l'a reçue dans son bureau au ministère de l'Industrie. Il l'a assise sur ses genoux, lui a montré des cartes de projets industriels, lui a offert une poupée en tissu
et lui a dit quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. Tu seras libre, Gildita, plus libre que moi. C'était la dernière fois qu'elle le voyait. Quand le Che est mort en 1967, Hilda avait 11 ans. Elle a pleuré pendant des jours. Elle a voulu se rendre à Cuba pour les funérailles symboliques. Sa mère lui a expliqué qu'il n'y avait pas de corps, pas de funérailles, que le Che était enterré quelque part en Bolivie, dans un lieu que personne ne connaissait exactement. En 1975, à 19 ans, Hilda a tenté de rendre visite à ses demi-frères et sœurs à Cuba. Elle a demandé un visa, on le lui a refusé sans explication. Elle a appelé l'ambassade cubaine au Mexique. On lui a répondu qu'il n'existait aucune demande de visa à son nom. Elle a insisté. Elle a écrit des lettres à Aleida March. Elle n'a jamais reçu de réponse. Elle a écrit directement à Fidel Castro. La lettre n'a jamais été répondue. Ce qu'Hilda ignorait, c'est qu'il existait une instruction interne au ministère cubain des Affaires étrangères. Hilda Guevara Gadea ne devait pas être reconnue officiellement comme membre direct de la famille Duce. Son existence compliquait le récit familial révolutionnaire. Parce que Hilda représentait ce que Cuba devait effacer, le Che d'avant la Révolution. L'homme qui avait une vie au Mexique, qui avait épousé une femme non cubaine, qui avait eu une fille en dehors du projet révolutionnaire. Au lieu de cela, Ernesto a commencé à travailler comme consultant économique privé pour de petites coopératives agricoles, dans l'économie informelle qui s'est développée à Cuba après les réformes limitées de Raúl Castro. Celia, de son côté, avait réussi ce que aucun de ses frères et sœurs n'était parvenu à faire, devenir réellement invisible. En 2021, un journaliste espagnol a tenté de la retrouver pour un documentaire. Il a interrogé des cliniques de vétérinaires à La Havane. Personne ne savait où elle travaillait. Il a demandé au centre d'études Che Guevara. On lui a répondu que la famille Che Guevara tenait à sa vie privée. Il a demandé au ministère de la Culture. On lui a dit qu'il ne disposait pas d'informations actualisées sur tous les descendants du Che. Celia avait disparu sans quitter Cuba, un exploit dans un pays où la surveillance étatique est omniprésente. Elle y est parvenue grâce à une méthode simple mais efficace. Vivre exactement comme n'importe quelle Cubaine de classe moyenne, sans privilèges, sans relations, sans participation aux actes officiels, sans signer de pétitions ni de manifestes. Une existence si ordinaire que l'État a cessé de la considérer comme pertinente. Et c'était précisément son objectif. Mais il y avait autre chose que le gouvernement cubain avait tenté d'effacer pendant des décennies, les relations entre les frères et sœurs Guevara. Car ils n'étaient pas une famille unie. Ils étaient 5 personnes partageant un nom et une tragédie, mais ayant choisi des chemins radicalement opposés pour survivre. Aleida a choisi la confrontation contrôlée. Parler juste assez pour préserver sa dignité, se taire suffisamment pour ne pas perdre son travail. Camilo a choisi l'enquête clandestine, documenter en silence, attendre le moment opportun qui n'est jamais venu. Celia a choisi l'invisibilité, disparaître à l'intérieur du système, devenir insignifiante pour le pouvoir. Ernesto a choisi l'ambiguïté, dire des vérités enveloppées dans un langage académique, critiquer sans dénoncer. Hilda a choisi la quête impossible, tenter pendant 39 ans d'être reconnue et mourir sans jamais y parvenir. Les tensions entre eux étaient un réel. Aleida et Camilo se sont disputés pendant des années sur la quantité d'archives du Che à révéler publiquement. Camilo voulait tout publier. Aleida craignait que la vérité complète ne détruise l'héritage de leur père. Ils ne sont jamais parvenus à un accord. La mort de Camilo, en 2017, a fermé cette possibilité pour toujours. Celia et Ernesto se parlaient à peine. Celia considérait qu'Ernesto était trop intellectuel, trop obsédé par les théories économiques, trop éloigné de la réalité quotidienne cubaine. Ernesto considérait que Celia était lâche, que son invisibilité était une forme de reddition. Aucun ne comprenait la stratégie de survie de l'autre. Et Hilda. Hilda était le fantôme que tous connaissaient, mais que personne ne mentionnait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En 2015, 20 ans après sa mort, Aleida a tenté d'enquêter sur ce qui était réellement arrivé à sa sœur aînée. Elle a obtenu le certificat de décès, visité la tombe, parlé à l'infirmière qui l'avait accompagnée dans ses dernières heures, et découvert quelque chose qui l'a brisé. Hilda avait demandé qu'on appelle Aleida March. Elle avait demandé à voir sa famille avant de mourir. Et personne n'a passé cet appel. Aleida n'en a jamais parlé publiquement. Mais lors d'une interview en 2022, lorsqu'on lui a demandé si elle avait des regrets dans sa vie,
Elle a dit quelque chose d'étrange. Mon plus grand regret n'est pas quelque chose que j'ai fait. C'est quelque chose que je n'ai pas su à temps et qu'il est désormais impossible de réparer. Personne n'a compris à quoi elle faisait référence. Mais ceux qui connaissaient l'histoire de Hilda ont compris immédiatement. En 2023, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le gouvernement cubain a annoncé qu'il transformerait la maison où le Che avait vécu avec Alida March et leurs 4 enfants en un musée de la vie privée de Che Guevara. L'annonce a suscité des réactions contrastées. Aleida Guevara s'y est opposée publiquement. Dans un communiqué, elle a déclaré « La vie privée de mon père n'est pas la propriété de l'État. Elle appartient à ses enfants, et nous n'autorisons pas cette transformation. » Le gouvernement a ignoré son opposition. La maison a été transformée en musée malgré tout. Mais quelque chose d'étrange s'est produit lors de l'inauguration. Aucun des enfants du Che n'était présent. Aleida, Celia et Ernesto ont envoyé des messages affirmant que des engagements professionnels antérieurs les empêchèrent d'assister à l'événement. C'était un mensonge évident et le gouvernement le savait. Mais il ne pouvait pas les forcer à être présents sans provoquer un scandale international. L'inauguration a eu lieu avec des responsables gouvernementaux, des historiens officiels et des touristes, mais sans la famille Guevara. Et cette absence a été plus éloquente que n'importe quel discours. À ce moment-là, une chose est devenue claire. Après 56 ans de tentatives pour contrôler l'héritage du Che à travers ses enfants, Cuba avait perdu. Non pas parce que les enfants s'étaient rebellés ouvertement, mais parce qu'ils avaient choisi quelque chose de plus dévastateur, l'indifférence. Ils ne se souciaient plus de se battre pour la mémoire de leur père. Ils ne se souciaient plus de corriger le récit officiel. Ils ne se souciaient plus d'être inclus dans les cérémonies d'État. Après des décennies de négociations avec le pouvoir, ils avaient finalement choisi de lâcher prise. Aleida, à 63 ans, continuait de soigner ses patients. Celia continuait de soigner des animaux. Ernesto continuait de donner des conseils économiques privés. Et aucun d'eux ne parlait plus du Che en public. Ils avaient appris quelque chose de brutal. Le meilleur acte de résistance face à un gouvernement qui transforme votre père en propagande n'est pas de l'affronter. C'est de devenir insignifiant pour son récit. C'est de lui refuser la seule chose dont il a besoin, votre participation au spectacle. Aujourd'hui, en 2025, les enfants vivants de Che Guevara sont des personnes âgées. Aleida a 64 ans, Celia 61, Ernesto 60. Camilo est mort à 55 ans, Hilda est morte à 39 ans. Aucun des 3 survivants n'occupe de position de pouvoir à Cuba. Aucun n'est une célébrité reconnue sur l'île. Aucun n'est un invité régulier des événements officiels. Le gouvernement cubain les maintient dans un étrange limbe. Il ne les réprime pas ouvertement, mais ne les reconnaît pas non plus véritablement. Ce sont des fantômes publics, visibles en théorie, invisibles en pratique. Leurs propres enfants, les petits-enfants du Che, ont choisi des chemins encore plus éloignés du nom. Certains ont étudié à l'étranger et ne sont jamais revenus. D'autres vivent à Cuba, mais dans des professions totalement étrangères, à la politique ou à l'histoire. Ingénieurs, musiciens, professeurs d'anglais. Aucun n'utilise Guevara comme nom principal. Aucun ne parle publiquement de son arrière-grand-père révolutionnaire. Ils ont compris quelque chose que leurs parents ont mis des décennies à apprendre. La seule manière d'être libre à Cuba, lorsqu'on porte un nom mythique, est de refuser de porter le mythe. La question que personne n'ose poser à voix haute à Cuba, c'est la suivante. Que penserait Che Guevara s'il savait ce que l'État cubain a fait de ses enfants? Il penserait probablement que la révolution a trahi la seule chose qu'il valorisait plus que le pouvoir, l'authenticité. Car le Che écrivait dans ses journaux que le véritable révolutionnaire est guidé par de grands sentiments d'amour. Mais l'État construit sur son image a traité ses enfants non pas avec amour, mais avec une manipulation calculée. Il leur a donné des privilèges d'une main et une surveillance de l'autre. Il leur a permis d'étudier, de travailler, de vivre, mais jamais d'exister pleinement comme des personnes indépendantes du symbole. Chaque fois qu'ils ont tenté de parler de leur père, comme d'un être humain imparfait, ils ont été réduits au silence. Chaque fois qu'ils ont tenté de vivre des vies normales, ils ont été forcés de participer au spectacle révolutionnaire. Chaque fois qu'ils ont tenté de partir, ils ont été retenus, physiquement ou émotionnellement. Et Hilda a simplement été effacée, niée de son vivant, ignorée dans sa mort, enterrée sous un nom incomplet dans une tombe que personne ne visitait,
comme si elle n'avait jamais existé. Comme si la fille que le Che avait eue avant la Révolution était une erreur historique qu'il fallait archiver et oublier. Voilà le véritable héritage de Che Guevara. Non pas un monde meilleur, non pas une révolution permanente, mais 5 enfants qui ont passé leur vie à tenter d'échapper à l'ombre d'un homme qui a choisi l'histoire plutôt qu'eux. Car à la fin, le pouvoir s'éteint. Les régimes changent, les révolutions vieillissent. Mais les personnes réelles prises au piège du mythe restent, avec leurs cicatrices, leur silence, leurs vies interrompues. Aleida March, la veuve, a aujourd'hui 89 ans. Elle vit toujours à La Havane et sort rarement de chez elle. Ceux qui la connaissent disent qu'elle parle avec amertume, en privé, de la manière dont l'État cubain a utilisé l'image de son mari pour construire de la propagande tout en ignorant ses enfants réels. Mais elle ne le dit jamais publiquement. Après 6 décennies de négociations avec le pouvoir, elle a appris que certaines vérités ne se disent qu'à huis clos. Les journaux complets du Che, sans censure, sans édition, sans omission, sont toujours conservés dans les archives de la sécurité d'État à La Havane. Ces enfants savent qu'ils existent. Ils savent qu'ils contiennent des réflexions sur eux, des doutes sur la révolution, des critiques internes du gouvernement cubain. Mais ils n'auront jamais accès à ces documents dans leur intégralité. Parce que pour Cuba, le Che réel, avec ses contradictions, ses erreurs, son humanité, vaut moins que le Che mythique. Et préserver le mythe exige de contrôler la vérité. Si vous pensez qu'il existe encore des vérités enterrées dans les ombres du pouvoir, des histoires d'enfants qui ont grandi sous le poids impossible de noms révolutionnaires, alors vous devez connaître ce qui est arrivé à la famille de Hugo Chavez. Car ce qui est arrivé à ses enfants a été encore plus brutal. Un homme qui idolâtrait le Che, qui a tenté de reproduire sa révolution au Venezuela, et dont la famille a payé un prix que personne n'avait anticipé. Car tandis que les enfants du Che ont été réduits au silence par une surveillance calculée, les enfants de Chavez ont été détruits par une violence publique. L'un a fini en exil, accusé de corruption massive, et devenu l'une des personnes les plus recherchées d'Amérique latine. Une autre est morte dans des circonstances qui, jusqu'à aujourd'hui, suscitent des questions sans réponse. Et sa fille est devenue la femme la plus détestée du Venezuela, tout en accumulant une fortune de plusieurs milliards, alors que le pays sombrait dans la misère. Abonnez-vous pour ne pas manquer cette histoire, car ce qui vient ensuite a également été réduit au silence pendant des années et mérite d'être raconté. Parce que les vérités étouffées sur les enfants de Che Guevara ont finalement trouvé leur voie. Pas dans des discours officiels, pas dans des musées d'État, pas dans des cérémonies gouvernementales, mais dans le silence délibéré de 4 personnes qui ont décidé que la meilleure manière d'honorer leur père était de vivre les vies qu'il ne leur a jamais permis d'avoir. Des vies à elles, loin du mythe, loin de la révolution, loin du pouvoir qui les a utilisées comme symboles et les a rejetées comme personnes. Et dans la mort oubliée d'une 5e fille qui a passé 39 ans à chercher une reconnaissance et est morte seule dans un hôpital de La Havane, enterrée sous un nom incomplet, comme si elle n'avait jamais existé. Parce que le plus grand acte révolutionnaire des enfants de Che Guevara n'a pas été de poursuivre son héritage. Ça a été de refuser de le porter. Et le plus grand crime de Cuba n'a pas été de les réduire au silence de leur vivant, mais d'effacer Hilda jusque dans la mort.